Bonjour tout le monde, vraiment content de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle série Découvrir. Cette émission mensuelle qui, je l'espère, vous motiveront à mettre de la vie et du piquant dans votre quotidien, à reprendre une certaine confiance en vous et à vous adapter aux divers changements que la pandémie a pu causer. Pour cette première émission, avec nos invités, Mme Gaétane Mongeau et M. André Baudin, nous allons discuter participation citoyenne. Avant de vous présenter mes invités, j'avais le goût de vous expliquer le pourquoi de cette série et de ses aspirations. L'idée principale vient d'abord d'observation et ensuite d'une réflexion qu'on a dû faire sur les effets négatifs de la pandémie sur notre santé globale. Et plus on avance, plus je réalise qu'elle a laissé des traces importantes dans nos vies. Qu'on le veuille ou non, on y a tous perdu quelque chose. Mais pour bien du monde, au début, ça a fait notre affaire, tout ça. Mais à force de rester pris dans ce carcan, on s'est isolé de plus en plus. On a développé des habitudes pas toujours positives, des mauvais plis, comme on dit. Notre énergie a diminué, notre confiance en nous et à la vie aussi. Et chez certains, le sentiment de solitude s'est installé. Bref, tout ça pour dire que pour certaines personnes, c'est plus difficile de reprendre un fonctionnement plus sain, plus adéquat. Et on peut dire de façon générale que la motivation en a pris tout un coup. Le but de cette émission est donc de vous proposer des moyens qui, on l'espère, vont vous donner de l'énergie, du guts et le goût d'accomplir plein d'affaires. Et peut-être, qui sait, raviver un peu l'étincelle en nous qui, pour certains, brille un peu moins en ce moment. Comme je vous disais plus tôt, on veut vous proposer des moyens. Alors, quoi de mieux que la participation citoyenne pour reprendre un peu une vie plus satisfaisante? Et pour bien comprendre les tenants et aboutissants de ce concept, j'ai tout de suite pensé à inviter Mme Gaétane Mongeau, qui est organisatrice communautaire au CIS de la Gaspésie. Pourquoi? Bien, c'est simple. C'est une fille de terrain qui s'implique et qui connaît bien les besoins de la communauté. Alors, bonjour, chère Gaétane. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, Michel. Ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui avec vous. D'autant plus qu'on casse la glace ensemble aujourd'hui. Hein? Parfait. Bon, bien, allons-y avec la question de base. C'est quoi le rôle d'une organisatrice communautaire? Ça sert à quoi? Ça fait quoi? D'autant plus que peut-être que la personne qui est organisatrice communautaire se prédestinait peut-être à devenir une biologiste. Bien oui, c'est ça. La biologie, ça mène à tout. Mais dans le fond, la biologie, c'est l'étude du vivant, l'étude de l'habitat, l'étude de la vie. Bien, travailler en développement social, dans le fond, c'est un peu ce que je fais. Donc, je suis organisatrice communautaire. Ça veut dire que je travaille pour le ministère de la Santé, mais je travaille dans la MRC Rocher-Percé, donc un territoire, une population. Je travaille avec des groupes, des organisations, des organismes communautaires, des groupes, des communautés, toujours dans le but d'améliorer les conditions de vie, d'aider, d'accompagner les gens qui vivent une situation, un enjeu dans leur vie pour améliorer ces conditions-là. Puis, je me préoccupe aussi que les besoins partent de la base puis montent vers le haut pour qu'on fasse des changements dans la communauté. Partent des individus. Oui. Pour que ça reste et qu'eux, après, peuvent être autonomes dans leur façon de faire. C'est ça. Bon, bien alors, allons-y directement dans le sujet. C'est quoi exactement la participation citoyenne? Puis comment on fait ça? Bien, c'est un grand concept, évidemment, participation citoyenne, mais il y a deux mots. Participation, citoyen. Donc, on est tous des citoyens. Hein? Toi et moi, on vit dans un système là, politique. On vit au Québec, dans une municipalité, dans une MRC. Donc, c'est exercer une citoyenneté, donc agir comme citoyen, mais de façon engagée, de façon active, participer. Donc, dans le fond, tout ça peut prendre forme ton droit de vote. C'est le minimum. Hein? Quand tu es un citoyen, tu as le droit de vote, d'exercer ce droit de vote-là, c'est le minimum. Mais on peut aussi s'engager de façon individuelle et collective, de façon plus grande, plus diversifiée. C'est ça la participation citoyenne.
Puis on le voit au niveau des élections que le niveau de vote n'est pas très élevé. On disait que c'est une façon d'appliquer son droit comme citoyen. Visiblement, c'est pas simple pour tout le monde de le faire, tout ça, de s'exprimer, de parler de ce qu'on ressent, de ce qu'on a besoin, alors que pour d'autres, c'est plus facile. Évidemment, c'est pas facile. C'est vrai, tu as raison. Ça apporte plein de difficultés. Tu sais, si t'arrive une situation, tu veux réagir, ça peut, dans le fond, ça peut être difficile de le faire. C'est pas facile pour tout le monde. Tu peux venir d'une communauté, d'une famille où on n'est pas habitué à prendre la parole ou à défendre des points de vue. Tu peux aussi avoir des empêchements, justement, vivre une difficulté financière ou une difficulté familiale qui fait que tu es un peu, tu ne te sens pas l'énergie de t'impliquer. Donc, il y a différentes façons comme ça, de difficultés qui arrivent. Aussi, ça peut être prendre la parole en public, c'est pas évident, là. C'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça. Ça peut nous rendre nerveux. Puis c'est pas juste de prendre la parole en public, c'est de travailler en groupe ou de vraiment juste aller demander pour un service, aller rencontrer des gens, un organisme communautaire, c'est demandant. Donc évidemment, ça vient pas tout seul. C'est pas facile, c'est stressant. Comment on fait pour éviter ça? Bien évidemment, c'est toujours les mêmes principes. Quand on répond à nos besoins, quand on se pose la question, quels sont mes besoins? Puis qu'on s'aperçoit que... C'est déjà un travail en soi de nommer son besoin, de légitimer ce qui est important pour nous. C'en est de la participation citoyenne d'une manière. On commence par soi d'abord. Donc, nommer ses besoins. De quoi j'ai? Qu'est-ce qui ferait que ma vie serait meilleure? Après ça, de prendre action puis de dire, je vais aller demander de l'aide, je vais aller chercher soit des services, soit des biens pour m'aider. Je vais en parler aux gens autour de moi. C'est déjà de la participation citoyenne parce déjà, on se met en action. Donc, connaître ses valeurs, ses besoins, puis être cohérent aussi avec ces valeurs-là. Donc, si on s'implique dans la communauté en respectant nos valeurs, bien, ça va bien se faire. Puis aussi, bien évidemment, des fois, il faut prendre la distance. Il faut prendre soin de soi aussi. Si on s'implique trop, peut-être prendre un recul, de dire, bon, je vais prendre une pause, avoir des loisirs, mais c'est quand même bénéfique de s'impliquer au niveau citoyen. Mais justement, ça m'amène à mes questions. Pourquoi on choisirait de faire de la participation citoyenne? Comme disait le grand Yvon Deschamps, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne, effectivement? Mais quand je m'implique dans la communauté de façon individuelle, évidemment, j'en retire de la fierté, j'en retire un sentiment d'accomplissement, de la motivation, de la reconnaissance aussi. Si je réussis à changer une situation, bien, puis que ça profite aux gens autour de moi, bien, les gens autour, ils vont reconnaître ma contribution, mon apport. Ça amène du pouvoir aussi, pouvoir d'agir. On parlait tantôt de pouvoir d'agir sur ma personne, mais sur la communauté aussi. Ça me donne aussi le sentiment d'accomplissement, un sentiment de fierté, de réinventer sa vie. Ça peut faire des petits changements, des grands changements aussi. Principalement dans la période qu'on vit. C'est encore plus difficile pour certains de reprendre une place dans la communauté. Fait que c'est pour ça qu'on propose un peu ce concept-là pour reprendre un peu, revenir dans ses souliers un peu. Puis on peut apprendre aussi en s'impliquant dans la communauté, on peut apprendre des nouvelles choses, connaître des nouvelles personnes, développer des liens avec des personnes. Donc ça brise l'isolement aussi. Brise l'isolement. C'est ça. Mais pour la communauté aussi, ça a... Bon, l'individu, c'est une chose, mais pour la communauté, qu'est-ce que ça apporte de l'implication citoyenne? Bien évidemment, ça crée des milieux de vie qui nous ressemblent. Si je vis, si je sais pas, ma communauté, mon quartier, il y a des problématiques, je sais pas, moi, tiens, je pense de sécurité alimentaire. Les temps sont durs, l'inflation est élevée. Tu sais que ça coûte cher. Ça coûte cher. Si dans mon quartier, je parle avec d'autres personnes on a envie de mieux cuisiner ensemble, on pourrait dire, se faire une cuisine collective. Bon, tu vois, c'est une manière, ça, donc ça va aider la communauté à avoir des moyens pour sortir de problèmes qu'on vit. Donc, c'est utile pour la communauté. Encore là, comme je disais, des sentiments d'appartenance. Ça permet de passer à l'action aussi, d'être passif. Oui. Puis on vit pas mal un état plus passif qu'à l'habitude. Là, c'est difficile de se dire. On va retrouver notre gosse, notre énergie. C'est ça, donc passer à l'action. Quand tu connais ton besoin, tu dis, ça y est, là, je prends mon pouvoir d'agir. Agir, c'est action. Donc, ça nous permet à la communauté de passer à l'action. Ça peut permettre de résoudre des conflits, résoudre des problèmes, puis ça mène à des victoires. On est fiers de notre communauté, fiers de comment on l'a développé, comment on a amélioré les loisirs, les services, tout ce qui peut répondre aux besoins de la communauté.
Puis pour ceux que c'est un petit peu plus difficile, on peut commencer par la fameuse théorie des 5 P. Le premier, petit, plus pas possible. Oui, Il ne faut pas ça. que les gens s'engagent dans des gros projets s'ils veulent bénéficier d'un succès et tout ce qui vient avec ça. De choisir quelque chose à la mesure de ce qu'on peut accomplir au moment où on le décide. C'est ça. Absolument, un petit pas à la fois. Je vais t'amener dans le fond, là, pour dire que l'important, c'est de faire avec. Hein? Qu'on se demande, si on est un décideur, une communauté, comment on peut faire pour intégrer les personnes qui sont concernées par un problème. Dans le fond, comment leur donner une voix, hein? Donner la parole. La participation citoyenne, c'est ça aussi, donner une voix aux personnes qui sont concernées par un problème. Donc, comme organisme, comme décideur, on peut se demander, est où la place des personnes qui sont concernées? Donc, si on se le demande, on va aider les gens à prendre leur place. Ça, c'est une chose. Donc, faire avec les gens. Puis, avant de te dire comment, bien, je vais aller sur mon rôle à moi, parce que je suis une organisatrice communautaire, puis c'est ça mon rôle, justement, d'accompagner les gens qui voudraient prendre la parole. Mais dans le fond, pour ceux, si on revient à ceux qui... ça va permettre de répondre à ta question, puis de l'avoir dans deux contextes. Disons, bon, c'est ça, je suis une personne seule, je veux faire quelque chose, je suis gêné, je suis pas à l'aise de parler en public, moi, faire des téléphones, j'aime pas ça. Ou ben donc, dans un autre contexte, on retrouve quelques individus qui veulent se mobiliser pour monter un projet puis le concrétiser. Dans le fond, à qui on peut s'adresser? Et bien, de ce que je comprends que tu viens de nous dire, on peut s'adresser à toi qui peut les accompagner peut-être dans un processus. Absolument. Donc, les petits pas. Individuellement, bien, comme on dit tantôt, déjà, on parlait d'exercer son droit de vote. Hein, comme citoyen, c'est une première des choses. C'est important, ça a l'air de rien, mais c'est important. Mais déjà, partir de chez eux pour aller dans un bureau de vote, ah oui, c'est sûr. Ça peut être quelque chose. Mais effectivement, c'est ça. Donc, mais c'est intéressant de le faire, puis effectivement, c'est la base de la participation citoyenne. Puis ensuite, s'informer dans des sources fiables, aller chercher de l'information. Qu'est-ce qui se passe autour de moi? Après ça, bien, je ramène tantôt à ce qu'on disait, se poser les questions. Quels sont mes besoins? Hein, comme individu, puis est-ce que la communauté répond à mes besoins? Ça, je pense que c'est des premières questions à se poser de façon individuelle. Une réflexion, c'est ça, personnelle. Puis s'il y a des besoins que j'ai qui ne sont pas comblés, bien là, je pense que ça demande une implication. Hein? Ça donne une direction. Une direction. Vers quoi aller. Ça veut dire que j'ai peut-être besoin de prendre mon pouvoir d'agir, justement. D'agir, commencer tranquillement à faire des pas. Évidemment, ça peut être juste simplement de contacter un organisme communautaire aussi. Il y en a des organismes communautaires qui offrent plein de services, qui offrent du bénévolat aussi. Hein? Des fois, de briser son isolement en donnant du temps, ça peut être intéressant, puis ça nous fait contribuer. Après ça, quand on l'a fait au niveau individuel, on peut y aller en groupe. L'union, ça fait la force. Hein? Donc, le proverbe le dit. Donc, si on vit un problème, puis qu'on s'aperçoit qu'il y a d'autres personnes qui le vivent aussi, des fois, d'en parler à d'autres personnes qui vivent les mêmes situations, se regrouper, puis se dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour améliorer cette situation-là. Puis c'est là que je disais que moi, l'OC, je reviens, là, j'arrive. Parce que moi, l'organisatrice communautaire, je ne suis pas une travailleuse sociale, moi. Moi, je travaille avec des groupes, des communautés. Justement, est-ce que tu peux nous nommer ou nous présenter des projets sur lesquels tu travailles, sur lesquels tu t'impliques? Ça serait le fun d'avoir des exemples de projets collectifs qui se passent présentement. Bien, entre autres, je parlais tantôt de cuisine collective. Donc, l'idée, c'est que quand on est seul et avec le coût de la vie élevé, bien se nourrir, c'est pas évident. Si on est mère monoparentale ou une famille multiple ou différentes conditions, même une personne vivant seule, aînée, bon, se faire à manger, puis ça coûte cher. Les cuisines collectives, c'est une façon, et que ça coûte moins cher, d'avoir des recettes nutritives, de bien manger. De faire des apprentissages. Puis de faire des liens sociaux. Donc, ça existe, ça, ici. On peut, si ça vous intéresse, puis on peut le faire en petits groupes d'abord si ça nous gêne, puis après ça, intégrer un plus grand groupe, mais c'est justement de travailler ensemble, puis se donner des moyens, puis en bénéficier à moindre coût. Donc, c'est un exemple très concret de choses qu'on peut faire pour améliorer nos conditions de vie. Ça peut être un projet aussi, tout simplement, quand je prends par exemple ici à Chandler, la belle piste qu'on a là, sur le bord, là, le Chenal. C'est un projet collectif, ça. C'est parti d'individus qui ont décidé de faire. D'individus qui disent, bon, on a une belle communauté, des beaux lieux, mais c'est pas accessible. Et on rend ça gratuit. Hein? Ça ne coûte pas que tu sois plus en moyen, moins en moyen. Ça ne coûte pas plus cher d'aller là. C'est accessible à tout le monde. Donc, ça en est, ça, des projets qui donnent du pouvoir, qui donnent accès à des services, à des gens, à tout le monde. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est des communautés riches de leur monde, riches pour tout le monde. On veut que ce soit enlever les inégalités. On veut que tout le monde ait droit à répondre à ses besoins, à vivre dans un milieu de vie agréable,
puis Et dans la dignité. Et dans la dignité, absolument, c'est ça. C'est ça. Quelle meilleure façon de terminer cette belle entrevue. Merci beaucoup, Gaétane, d'avoir participé. Merci beaucoup. Je pense que les gens ça va être beaucoup plus clair pour eux c'est quoi la participation citoyenne et surtout plus accessible. Avec plaisir, puis on se reprend pour en parler plus longuement. Je vous rappelle que Mme Gaétane Mongé travaille au CLSC comme organisatrice communautaire. Et si vous voulez la rejoindre, vous pouvez lui téléphoner au 418-689-2572. Pour amener un petit peu plus de concret autour de la participation citoyenne, j'avais vraiment le goût d'inviter quelqu'un qui l'incarne de par son dévouement, son implication et qui a été un citoyen actif pour une grande partie de sa vie. J'ai donc le plaisir de vous présenter, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de présentation, le professeur, le mari, le père, le conseiller, le maire, le militant, le député, mais avant tout, un homme de cœur pour qui j'ai beaucoup d'affection et de respect, M. André Baudin. Bonjour, M. Baudin. Bonjour, Michel. Que c'est un plaisir de vous recevoir. Quel bel honneur vous nous faites. Quelle présentation aussi. Mérité. C'est gênant, c'est stressant pour commencer. Ça met la barre haute, mais en même temps, j'en ai ôté. J'aurais pu faire une nomenclature plus longue. Bref. Mais question de bien mettre la table et de bien comprendre l'homme que vous êtes devenu, je pense qu'on ne peut pas faire autrement que commencer ça en parlant un peu de votre père. Parce que je pense qu'il a été d'une grande influence pour vous. Puis c'était un homme, pas nécessairement avec beaucoup d'instruction, mais d'une grande intelligence, qui avait le souci et l'amour de ses citoyens, puis qui voulait avant tout une société meilleure et plus juste. Je pense que je viens de bien résumer un peu le... Oui. Oui, c'était un homme qui était engagé. Pas d'instruction, peut-être, je me souviens bien, il disait tout le temps qu'il y avait une troisième année. B, comme il disait à l'époque. Oui. Il savait compter. Puis il était très engagé dans la société. D'abord, il a gagné sa vie, puis il a fait vivre sa famille honorablement. Et dans la société, il était engagé, chambre de commerce. Il a été maire de la municipalité de Grande-Rivière-Est dans ce temps-là. Il a été président de la commission scolaire. Il était vraiment impliqué. Donc, c'était un modèle. Puis moi, dans ma tendre jeunesse, dans ma prime jeunesse, bien, j'étais le seul garçon chez nous. Donc, j'étais toujours avec lui. Et bien, c'est comme ça, c'est que j'ai été initié un peu au côté social, puis au côté aide dans ma collectivité. Mais je pense qu'à un moment donné, il a peut-être senti que le côté éducatif, l'école, tout ça vous intéressait moins, puis je pense qu'il vous a passé une petite, il m'a passé leçon de vie. Il m'a passé une vraie leçon. À 15 ans, j'étais au séminaire de Gaspé, puis mon père, c'était un petit contracteur, donc il y avait beaucoup de machinerie dans la cour chez nous, puis ça m'intéressait. Puis j'allais sur ces contrats durant les vacances d'été, puis je conduisais de la machinerie. Puis à un moment donné, je suis revenu du collège à 15 ans, et j'ai dit à mon père, j'ai dit, je retourne pas. Je retourne pas à l'école. Il m'a demandé, c'est quoi tu vas faire? J'ai dit, je vais travailler. Tu vas travailler pour qui? Tu vas faire quoi? J'ai dit, je vais travailler avec toi. Il n'a pas répondu. OK. Un silence qui tue. Silence, ça veut dire qu'il voulait en dire beaucoup, là, j'ai compris après, juste après. Et 2 jours après, à la même table, on était assis à la table, il m'a dit dans 2 jours, tu prends le bateau à Gaspé pour t'en aller à l'île d'Anticosti. Tu es initié au travail. Tu vas connaître la vraie vie, il y a quelqu'un qui va t'attendre là, tu vas être en sécurité. Alors, j'étais content. Je m'en vais à l'île d'Anticosti. Mon père avait déjà travaillé pour la compagnie qui était à l'île d'Anticosti. Alors, je vais te dire une chose, c'est que quand je suis revenu au mois d'août, au début de septembre, là, je suis retourné à l'école. Alors, arrivons à l'école, justement, après ce retour de l'île d'Anticosti. Si on parle de participation citoyenne, on peut dire qu'elle a commencé à peu près à la période du séminaire à Gaspé, je pense. Oui, ça a commencé à Gaspé. J'étais étudiant au séminaire de Gaspé. Puis au séminaire de Gaspé, il y avait beaucoup d'initiations à la vie sociale, la vie collective. Alors, j'ai commencé par le cercle d'élocution. J'aimais beaucoup la politique. J'avais été élevé dans un milieu politique.
Chèque d'élocution, c'est là où on apprenait à parler en public. Eh mon Dieu, hein? Ça m'inspirait beaucoup. Il y avait aussi à ce moment-là un ordre qui est disparu aujourd'hui, l'ordre de Jacques Cartier, c'est le défenseur de la langue française. J'ai été aussi au niveau des sports. Moi, je n'étais pas un sportif, disons, trop dérangeant. Mon instructeur au hockey m'avait dit à un moment donné, tu serais plus utile, toi, là, dans le hockey, à arbitrer qu'à jouer. Alors, j'ai suivi son conseil, j'ai fait une formation en arbitre avec un gars de Grande-Rivière, Raymond Carboré, malheureusement décédé, et un gars de Marsouilles, Yves Levert. On est devenu un trio d'arbitres assez jeunes, on avait peut-être 17, 18 ans. Et on était reconnus à Gaspé, sur la côte de Gaspé, comme des arbitres qui étaient formés, et impartials. Puis on a arbitré, on était payé pour ça, par exemple. Je pense qu'on avait 5 piastres par game. C'était beaucoup à l'époque? Oui, mais disons, au niveau du sport, moi, ça s'est limité à ça. J'étais pas un sportif bien engagé, sauf au hockey. Mais vous avez été président des étudiants, président de classe pour commencer, des étudiants. Oui, j'étais président de ma classe. Puis j'ai été, à la dernière année, j'ai été élu. C'était une élection pour le président des étudiants. Votre première élection? Ça a été ma première élection, campagne électorale. J'ai une anecdote. Allez-y. J'étais surveillant au dortoir. Des jeunes qui commençaient, disons, des jeunes de 12-13 ans. Et tous les étudiants avaient le droit de vote. Au dortoir, il y avait 110 étudiants, là, sur les 300 dans le collège. Alors, on n'a pas de télévision, puis la radio, c'était bien défendu. Ça fait que moi, un soir, il fallait que j'aille des votes. J'ai dit à mes jeunes, j'ai dit, moi, là, si vous votez pour moi, là, à soir, là, on va mettre des serviettes dans le bas des portes. Puis on va fermer toutes les lumières. Puis je vais mettre une radio dans le milieu du dortoir, puis vous allez être capable d'écouter la partie de hockey. Pour gagner des votes, gagner la sympathie de... C'est ça. Déjà rusé. C'était un moyen. Oui. Ça a marché. Bon, bien, on peut dire qu'à partir de là, la passion pour l'acte citoyen, la participation était là. Oui. Mais parallèlement à tout ça, vous avez œuvré quand même de façon assez régulière dans le monde de l'éducation comme professeur et comme directeur. Qu'est-ce qui faisait pour vous que c'est si important pour vous l'acte d'enseigner? J'ai eu le privilège d'enseigner au secondaire d'abord. Donc, j'avais 22 ans quand j'ai commencé, comme la plupart des professeurs à ce moment-là. On était quasiment de l'âge des plus vieux de nos étudiants. Alors, on était très proches, hein? Alors, on jouait au hockey ensemble, on jouait à la balle ensemble, on montait des pièces de théâtre ensemble. Ça a été une belle période de ma vie, là, où j'ai connecté avec des gens, disons, qui n'étaient pas de ma génération, mais très proches, puis qui aujourd'hui sont des amis. Il y en a plusieurs qui sont disparus, naturellement. Et de toutes sortes de milieux aussi. Oui, de toutes sortes de milieux. Et disons, la connexion avec les parents, tu sais, le hockey, ça impliquait les parents. Alors, j'ai vraiment connu mon milieu, là, au moment où j'ai enseigné. Puis j'aimais ça. Ensuite, je suis parti comme conseiller pédagogique, mais je suis revenu à la direction d'école primaire. Là, c'était tout un autre monde. Du secondaire au primaire, plus jeune, OK. Oui, oui. Et au primaire, je pense que ça a été mes plus belles années, là, parce que là, j'étais vraiment avec des enfants qui avaient l'âge de mes enfants, de mes propres enfants. Et là, en contact avec les parents de Grande-Rivière. Écoutez, en 4e, 5e, 6e et 7e année, en 1972, il y avait 450 élèves dans le collège. Incroyable. Comment s'il y avait de la population? Il y avait 1000 élèves au primaire. Alors, tu es en contact avec les parents. Et c'est là que j'ai commencé, disons, à m'impliquer dans la vie sociale, politique et économique. D'avoir les besoins pressants, urgents qui se passaient. Oui. Bien, justement, on va essayer ensemble de faire un peu votre parcours avec les moments clés. Bon, ça va être difficile parce que Dieu sait qu'il y en a, mais c'est bon. On a parti de président de classe, président des étudiants. Ensuite, bon, la carrière municipale aussi s'est ouverte à vous, là. Oui, disons, municipal, ce qui m'a amené au municipal, c'est que en arrivant à Grande-Rivière, j'étais initié au Chevalier de Colomb. C'était très fort ce temps-là, le Chevalier de Colomb. C'était très, très fort. Tu sais, il y avait 300 membres à Grande-Rivière, des Grande-Rivière Sainte-Thérèse. Après ça, la Chambre de commerce, ça m'intéressait beaucoup parce que j'avais vécu un peu dans un milieu d'affaires, chez nous avec mon père.
la Chambre de commerce. Tranquillement, là, la Croix-Rouge aussi. La Croix-Rouge, à ce moment-là, une bonne partie du financement, pardon, du financement de la Croix-Rouge se faisait localement. Alors, on faisait du porte-à-porte. Donc, moi, Grande-Rivière, là, j'ai fait toutes les portes de Grande-Rivière à ce moment-là. Mais là, il y a des gens qui me disaient, tu devrais aller au conseil municipal. La municipalité de Grande-Rivière-Est venait de fusionner avec celle du village. Et je suis arrivé au conseil municipal en 67 comme conseiller. Et là, à partir de ce moment-là, on a dit, s'il y avait une municipalité qui s'était fusionnée, on devrait être capable de fusionner deux autres, Grande-Rivière-Ouest puis Petit-Port-Beau. Ça a été plus laborieux, mais ça a fait son chemin. Mon rôle, ça a été de promouvoir la fusion des 4 municipalités de Grande-Rivière. On a réussi une en 77, puis on voulait avoir la fusion avec... en fait, on voulait avoir la fusion avec Sainte-Thérèse, Grande-Rivière-Ouest et Petit-Port-Beau. Sainte-Thérèse, ça n'a pas marché. Okay. Malheureusement, parce que je pense que ça aurait fait une belle municipalité. Mais il n'y a rien d'impossible encore aujourd'hui. Ça a pris un peu plus de temps. C'était beaucoup ancré. La municipalité de Port-Beau, il y avait une partie de la municipalité de Sainte-Adélie de Port-Beau qui rentrait là-dedans. Les discussions étaient plus difficiles. Il y avait des gens qui étaient résolument contre cette fusion-là. Alors là, ça a été un travail de persuasion. Bien là, ça a été un autre travail de porte-à-porte, là. Alors, mais vous aviez certains acquis, là. Ah oui. Là, on avait déjà une municipalité bien organisée, Grande-Rivière-Est, Grande-Rivière, puis on avait des arguments. Et on a réussi. Okay. Le défenseur de Petit-Port-Beau, c'était Claude Turcotte, puis le défenseur de Grande-Rivière, c'était Gage Clopperton. C'était nos deux pivots. Mais autour de ça, il y avait des apôtres là, qui travaillaient là, partout. Et ça m'a amené à la politique provinciale. Parce que partout où j'allais, dans Grande-Rivière, puis à l'extérieur aussi, dans mon travail de chevalier de colon dans la région, puis de la Chambre de commerce, au Sanitarium Ross aussi, on me disait « tu devrais y aller en politique. » C'est sûr que derrière ma tête, dans le fond de mon cœur, je souhaitais ça un jour, faire ça. Mais pas aussi rapidement que ça. Je pensais de faire ça à ma retraite. Bien, ça a bousculé, puis je suis allé. En 1983, j'ai été invité par M. Bourassa, personnellement, puis localement. Alors, il est venu ici, puis il m'a convaincu. Et là, bien, j'ai été élu, puis j'ai fait 2 mandats. J'avais promis que je ferais 2 mandats, puis ça a été mon... Puis j'ai été privilégié parce que je n'ai pas été ministre, mais j'ai été adjoint parlementaire d'un ministre des Pêches. Puis le ministre des Pêches, c'était tout le temps quelqu'un qui ne connaissait rien des pêches. Fait que c'est moi qui conseillais. Puis ça m'a amené, disons, à connaître la Côte-Nord, la basse Côte-Nord, et connaître les provinces maritimes. Je suis allé à Terre-Neuve plusieurs fois. Tout ça, là, c'est épanouissant. Hein? Ça me faisait connaître du monde, hein? Ça me faisait connaître du monde, puis les réalités. Les préoccupations. J'étais capable de faire le parallèle entre notre coin de pays qui est un paradis, puis d'autres coins de pays qui sont moins un paradis. Puis bon, après tout ce parcours-là, j'imagine très essoufflant, demandant, il arrive une période à la mi-cinquantaine où on frappe un petit peu un mur, une période de remise en question, puis avec on peut dire des états dépressifs. Oui. Mais là, il arrive une rencontre, un événement qui dans le fond, vous fait un peu sortir de cette noirceur-là. Et c'est par la participation citoyenne, encore une fois, on va dire comme ça, que vous retombez dans vos souliers. Ouais. Parlez-nous un petit peu de cette anecdote. Au moment où j'étais à Polyvalence, j'ai ressorti de la politique, j'étais à Polyvalence de Chandler, puis on travaillait sur l'organisation du centre de tri. J'ai été diagnostiqué diabète sérieux, insulinodépendant et perte de vision, j'ai perdu un œil. Et là, j'ai eu une période, 1 an, là, de vraiment dépressive. Là. J'ai passé le temps dans mon sous-sol chez nous. Puis un jour, j'avais un examen à l'hôpital. J'étais dans la salle d'urgence, j'étais assis à côté d'un monsieur que je ne connais pas, qui me dit « Hey, M. Baudin. » Je dis « Oui. » Il se nomme, le monsieur. Vous allez me permettre de taire son nom. Il me dit « Vous pouvez m'aider, vous? » Je dis « Ah, pensez-vous? » Il dit « Moi, j'ai un problème. Ça fait plus que 3 ans. Ça fait 7 ans que je me bats avec
dans la saga du sang contaminé. Ma femme est décédée d'une transfusion de sang contaminé. Et Puis j'arrive pas à me faire compenser alors que ça se compense tout autour de moi. Bon. J'ai dit, avez-vous des papiers? Avez-vous quelque chose? Et il me dit oui. Fait que là, je ramasse ça. Et ça, là, ça a été le déclencheur, disons, d'une reprise de conscience, tu sais, que j'avais 56, 57 ans, puis là, j'ai dit, je peux pas arrêter de vivre, moi, là. Bon. Alors là, j'ai travaillé là-dessus pendant 2 ans. On a gagné. J'ai été obligé quasiment de réapprendre à parler anglais parce que la compagnie qui s'occupait du Fonds fédéral était dans l'Ouest canadien. Elle ne parlait pas un mot français. En tout cas, finalement, on a gagné le Fonds d'indemnisation fédéral, puis on a gagné le Fonds d'indemnisation provincial. Dû à quoi? Dû à un individu dont je me souvenais du nom qui travaillait à la Régie de l'assurance maladie du Québec, que j'ai appelé, puis qui m'a conseillé tout le temps de cette période-là qui a duré un an et demi. puis ça a permis de... Et là, j'ai recommencé. J'ai recommencé à être milité au Chevalier de Colomb. On a organisé un forum en l'an 2000. On a ramassé 300 personnes dans Polyvalence pour parler de l'avenir de l'Église. Quand on parle d'avenir de l'Église aujourd'hui, c'est pas nouveau. Là. Vous avez déjà... Ça fait 22 ans qu'on parle de ça. Après ça, l'Église de Grande-Rivière a manqué de s'effondrer en 2003. Là, j'ai été impliqué dans la campagne de financement. Puis, bon, ainsi de suite. Puis là, ben, le projet de ma retraite, évidemment, c'était... Bien, vous lisez dans mes pensées. J'allais vous dire qu'on est présentement assis dans un appartement de la coopérative d'habitation Laster, qui est, selon moi, un de vos derniers grands projets citoyens que vous avez construit avec d'autres. Ça, c'est avec, heureusement, avec beaucoup de gens qui sont liés à ce projet-là. C'était tout nouveau, une coopérative d'habitation pour des personnes de 50 ans et plus autonomes. C'était tout nouveau. Il y en avait un exemple, c'était dans la région de Montmagny. Les coopératives d'habitation, elles existent partout, mais c'est des coopératives d'habitation de famille. Personnes âgées, autonomes, 50 ans et plus. Là. Il n'y en avait pas. Là. Il n'y en avait pas, puis il n'y en a pas plus aujourd'hui. Puis je regrette parce que c'est une belle formule. Puis on a travaillé d'arrache-pied parce que on a eu de la misère à convaincre la population locale, surtout de la MRC, parce que c'était un projet de la MRC. La MRC a contribué, la ville aussi, puis surtout Desjardins. Desjardins nous a épaulés, évidemment, coopérative. Hein? Desjardins nous a épaulés. On a eu le soutien de centaines de personnes. C'est ce qui a fait qu'on a été capable de réaliser ce projet-là. Ça a été ardu, ça a été difficile, mais aujourd'hui, tout le monde est content. Tout le monde apprécie cette... Oui. Ça ne m'a pas empêché, à côté de ça, de continuer à travailler dans le Chevalier de Colomb. Vous savez, pour faire du bénévolat puis s'insérer dans une société, il s'agit d'aimer sa société, d'aimer son coin, d'aimer les gens de son coin. C'est ça qui est important. Puis quand on aime, ben on aime faire le plus qu'on peut pour le bien des autres. Puis en même temps, son bien personnel aussi, parce que ça fait du bien à l'intérieur. Oui, exactement. Quand tu fais du bien aux autres. Puis aujourd'hui, bien, vous continuez à votre façon, à votre rythme, d'un petit peu continuer. Les gens vous appellent des fois, sollicitent votre aide pour appeler au gouvernement pour vous, des histoires de chômage. Bon, tout ça, vous pouvez encore... Oui, j'en fais moins parce que c'est sûr que mon réseau d'influence est un peu disparu. Hein? J'ai moins Mais l'expérience est là et tout le j'ai moins de connexion. Et je viens justement d'apprendre hier le décès de M. Claude Lemieux, qui était... dans la région de Montréal, mais qui était un conseiller, puis un lien très étroit là, avec moi, que j'avais connu en politique, d'ailleurs. Et c'est sûr que je suis moins actif. Bon, ma santé me le permet moins. Mais dans la coopérative, c'est sûr que des fois, on me demande des conseils. Ma job, c'est de suivre, disons, la santé matérielle, la santé physique de l'établissement, avec Éric Dubé, qui est notre inspecteur en bâtiment. Puis à l'intérieur du quotidien, bien là, je m'occupe de la remise, de l'inventaire, etc. Je suis à peu près sûr que tout ce qu'on vient de jaser là, ça va inspirer bien des gens. Merci, Merci beaucoup, M. Baudin. Quel moment de bonheur je viens de vivre avec vous et je vous en suis fort reconnaissant. Michel, moi, à mon tour, je dois dire que ça fait pas longtemps qu'on se connaît. Puis depuis que je te connais, t'es vraiment inspirant.
Puis, j'espère que ça va continuer. Je l'espère, parce que je dis toujours, si j'avais pu rencontrer monsieur quand j'étais plus jeune, mais bon, la vie a fait le hasard et maintenant, puis c'est bien correct comme ça. Je veux remercier aussi la télévision communautaire, Alain, qui est toujours qui est là Daniel. Daniel. Qui font un travail communautaire excellent en Rivière, puis avec la direction Mirko. Ou la parole du citoyen a toute sa valeur. Oui, c'est ça. Ça passe. À la prochaine et merci beaucoup. Bye bye. Voilà, j'espère que ça vous a plu et j'espère que la participation citoyenne deviendra peut-être un moyen pour vous de retrouver votre confiance, votre cran et votre énergie. Pour notre prochaine émission, le 30 novembre prochain, nous verrons qu'avoir une passion peut stimuler notre estime de soi et nous donner l'élan d'aller au bout de nos projets et de nos rêves. Vous pouvez donc nous suivre sur les ondes de TVCGR, par la suite sur Facebook, YouTube, Twitter et sur le site web de TVCGR. Bref, vous ne pourrez pas nous manquer. Sur ce, tout le monde, une excellente semaine à vous et à bientôt.